Il existe un type de silence qui n'a rien de paisible. Il est lourd. Il serre la poitrine. C'est ce silence que l'on ressent quand tout le monde sourit, mais qu'au fond de soi, on sait que quelque chose ne tourne pas rond. Tu sais, ce moment où tu entres quelque part et tu sens que tu n'es plus le bienvenu, même si personne ne dit rien? C'est comme si tout le monde avait répété son texte, comme dans une pièce de théâtre, sauf toi. Tu réalises que quelque chose a changé. Que l'affection est devenue exigence. Que l'amour s'est transformé en contrôle. Et pire encore, que ta gentillesse est devenue une obligation. Cette histoire commence exactement à ce moment-là. Quand tout semble normal, mais ne l'est pas. Et ce qui vient ensuite, tu n'es pas prêt à y croire. Si tu aimes les histoires qui touchent le cœur, avec des rebondissements inattendus, de celles qui peuvent même te faire réfléchir à ta propre vie, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne, parce que ce que tu vas entendre ici, pourrait bien être ton histoire. La pluie tombait doucement sur les pavés de la vieille rue de Sorocaba, un son familier que Mireille n'avait pas entendu depuis longtemps. Elle sortit de sa voiture avec un soupir lourd, ajustant son manteau tout en fixant la maison de son enfance. Les volets étaient toujours bleus, un peu écaillés, comme dans ses souvenirs. Une guirlande de fanions fatigués pendait au-dessus du portail. « Joyeux anniversaire, maman !»« Pourquoi suis-je revenue, déjà ?» murmura-t-elle, la voix perdue dans le bruit de la pluie. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds ici. 2 années à esquiver les appels de sa mère, à répondre brièvement aux messages de sa sœur, à prétendre que son travail la tenait trop occupée. Et c'était vrai, du moins en partie. En tant qu'analyste financière dans une boîte prestigieuse à Sao Paulo, elle n'avait jamais eu de vrai congé, mais surtout, elle fuyait l'ambiance étouffante de cette maison. Elle poussa le portail, saluée par l'aboiement vif du vieux chien tort, toujours là, fidèle gardien des secrets de la famille. « Mireille !» s'écria une voix féminine. C'était Eliane, sa sœur aînée. Toujours impeccable, talons hauts malgré la boue, rouge à lèvres vifs, et ce sourire faux qui ne touchait jamais ses yeux. « Enfin tu es là. Maman sera ravie. Tu viens pile à temps pour le gâteau. » Mireille répondit par un sourire mécanique. À l'intérieur, les murs semblaient plus étroits qu'avant, comme s'ils s'étaient refermés sur eux-mêmes. Elle embrassa sa mère, Lucinda, assise dans son fauteuil préféré, tricotant un châle jaune. « Ah ma fille, regarde-toi. Tu es toute maigre. Tu travailles trop, hein ?» dit-elle en tapotant la main de Mireille. « Je vais bien, maman. Joyeux anniversaire. » « Tu n'étais pas obligée de venir, tu sais, » lança Eliane, un ton à peine ironique dans la voix. « Et pourtant, je suis là, » répondit Mireille calmement. La soirée passa dans une ambiance étrange, faite de rires forcés, de souvenirs ressassés et de regards fuyants. Elle observa son beau-frère, Laurent, rire avec un verre de whisky à la main. Il parlait fort, comme toujours, monopolisant la conversation, charmant tout le monde sauf elle. Il y avait quelque chose chez lui qui l'avait toujours dérangé, ce sourire trop sûr, ce ton trop détaché. Vers minuit, Mireille reprit la route, exténuée. De retour chez elle à Sao Paulo, elle se laissa tomber sur le canapé, les talons encore aux pieds. Elle ouvrit machinalement l'appli de sa banque, voulant simplement transférer de l'argent pour payer la facture de gaz. Mais quand elle vit le solde affiché, son cœur se serra. 52,37 reais. Elle cligna des yeux. Ferma l'appli. Rouvrit. Même solde. Impossible. Il y a 2 jours à peine, elle avait plus de 18 000 reais dans ce compte. Ses mains tremblaient alors qu'elle appelait la banque. Après avoir passé les vérifications de sécurité, la conseillère lui annonça. Les transactions ont été faites à partir d'un appareil déjà enregistré, à la même adresse IP qu'un ordinateur précédemment utilisé. Vous voulez dire, quelqu'un a accédé à mon compte de chez moi? Ou d'un lieu où vous avez utilisé un de vos appareils connectés, madame? L'adresse IP correspond à Sorocaba. Le sang quitta son visage. Elle se leva d'un bond, prit ses clés, et reprit la route vers la maison de sa mère. Le cœur battant à tout rompre. Dans la cuisine familiale, Mireille ouvrit le placard à verre, la main tremblante. Elle savait que sa présence ici, à cette heure,
allait provoquer une scène. Et elle avait raison. Tu es déjà de retour? Demanda Eliane en apparaissant dans l'encadrement de la porte, un verre de vin rouge à la main. Ouais, répondit Mireille, tentant de garder son calme. Je viens de vérifier mon compte. Il est presque vide. Un silence tendu suivit. Laurent arriva, une canette à la main, un sourire moqueur sur le visage. Ah, ça. Écoute, on avait besoin de cet argent. Plus que toi. Mireille le fixa, abasourdi. Tu te fiches de moi? Eliane haussa les épaules. Arrête ton cinéma. T'as un bon salaire, pas d'enfants, pas de prêts. Nous, on rame. T'as de la marge, nous pas. Maman, tu étais au courant? Demanda-t-elle, tournant les yeux vers Lucinda, toujours assise, les mains sur ses genoux. Ma fille, tu es toujours si dramatique. Tu es celle qui réussit le mieux. Qu'y a-t-il de mal à aider un peu? Et papa? Raoul leva les yeux de son journal sans même bouger la tête. Ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont. C'est une histoire de famille. Mireille sentit sa gorge se nouer. Comment vous avez eu mes identifiants? Eliane répondit nonchalamment. Tu t'es connecté sur l'ordi de maman et tu n'as pas fermé la session. Je suis tombée dessus par hasard. Ce n'est pas un vol si c'est déjà ouvert, non? Elle dit ça comme si c'était parfaitement raisonnable. Le silence fut pesant. Mireille se tourna vers la porte, prête à partir. Vous pensez que je vais laisser passer ça? Attendez de voir ce que je vais faire. Laurent éclata de rire. Oh, mais c'est qu'elle se rebelle. On verra bien, mademoiselle l'indépendante. Sans un mot de plus, Mireille quitta la maison. Il pleuvait encore. Mais cette fois, la tempête n'était pas dehors, elle était en elle. Elle passa la nuit à Green Valley, garée au bord d'un lac qu'elle aimait, à fixer son téléphone. L'appli de la banque toujours ouverte. Le montant, 52,37 reais. Comme une insulte. Elle repensa à tous les moments où elle avait dit oui. Le téléphone de Eliane coupé, elle avait payé. Laurent sans emploi, elle avait transféré un petit coup de pouce. L'anniversaire de la petite Clara, nièce? On lui avait demandé une participation spéciale à hauteur de 600 reais. Jamais on ne lui avait demandé. Tu vas bien, Mireille. C'était toujours, tu es la plus stable. Tu peux bien nous aider. Mais maintenant, elle était à sec. Financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Elle rentra chez elle à l'aube, ouvrit son ordi, et commença à tout noter. Chaque transfert, chaque facture, chaque faveur. Elle traça une ligne rouge là où il n'y avait aucune justification. Et devine quoi? La moitié du fichier était rouge. En bas de la page, elle écrivit. Ils m'ont prise pour la banque familiale. Mais cette banque vient de fermer. Le soleil du matin filtrait à peine à travers les stores de l'appartement de Mireille, mais elle ne le voyait pas. Assise à son bureau, elle tapait sans relâche sur son clavier, le regard dur, les lèvres serrées. Le café à sa droite était froid depuis longtemps, oublié entre deux tableaux Excel et des copies de reçus. Son document comptait maintenant plus de 60 lignes. Montant transféré, $320,00 motif, remboursement des pneus de Laurent. Montant transféré, $1200,00 motif, école privée de la petite. Montant transféré, $3000,00 motif, urgence médicale non précisée. Elle cliqua sur un fichier joint qu'elle avait sauvegardé la veille, un relevé bancaire de sa dernière semaine. Elle sursauta en voyant un débit de $5420,00 provenant d'un appareil enregistré à Sorocaba, 2 jours après le week-end chez sa mère. La destination, un virement vers un compte au nom de Lauref Dumont. Tu fais vraiment pas semblant, hein, souffla-t-elle. Mais ce n'était pas tout. Elle repéra un autre virement suspect, $2870,00 vers une boutique en ligne appelée Spa Privilège. Une petite recherche Google plus tard, elle découvrit que c'était un centre de bien-être de luxe situé à Campos do Jordão. Elle fronça les sourcils. Sa mère n'avait jamais mis les pieds hors de Sorocaba depuis des années. Donc, qui s'est payé un week-end au spa avec Moen Argent? Elle se leva, saisit son téléphone et appela Marina,
Sa meilleure amie. La seule personne qui connaissait vraiment tous les détails de ses déboires familiaux. Tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert, lança-t-elle à peine Marina avait décroché. Marina écouta attentivement, sans interrompre, sauf pour pousser quelques tu te fiches de moi, à intervalles réguliers. Tu dois aller plus loin, Mireille. Tu peux pas les laisser faire comme si de rien n'était. Je sais, mais quoi? Porter plainte? Faire un scandale? Ce sont ma mère, ma sœur. Et ils t'ont volé. Tu leur dois quoi exactement? La paix? Mireille resta silencieuse. Marina avait raison. Comme toujours. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec un cabinet juridique spécialisé en litiges familiaux. Lorsqu'elle exposa calmement son dossier à l'avocate, une femme posée nommée Dr Laetitia Ramos, celle-ci fronça les sourcils dès les premières lignes. Ce que vous décrivez ici peut relever d'appropriation indue, voire d'escroquerie si vous avez les preuves. J'ai tout. Relevé, capture d'écran, historique de transfert, même des messages WhatsApp. Alors on peut agir. Mais avant, je vous conseille de lancer une démarche amiable. Une dernière chance de régler cela à l'amiable, avec une lettre d'avertissement. Si elle est ignorée, on passe à l'étape supérieure. Mireille hocha la tête. Elle voulait leur laisser cette chance. Pas pour eux. Pour elle. Ce soir-là, elle envoya un message à Eliane. Demain à 19h, je passe chez maman. Je veux qu'on parle sérieusement. Toute la famille doit être là. Pas de discussion par téléphone. La réponse mit 2 heures à arriver. Tu dramatises encore. Mais ok. On sera là. Mireille savait que ce serait une soirée longue. Elle passa la nuit à relire ses notes, à préparer ses copies, à imprimer 2 dossiers complets. Le lendemain, 19h05. Elle entra dans la maison familiale comme on entre sur un champ de bataille. Eliane était là, assise droite comme une statue, les bras croisés. Laurent, à ses côtés, arborait son éternel sourire de façade. Lucinda tricotait encore. Et Raoul, fidèle à lui-même, lisait un vieux magazine sans lever la tête. « On peut commencer ?» dit Mireille d'un ton neutre. Elle posa les dossiers sur la table. Ce sont les preuves de l'utilisation abusive de mes comptes. Chaque transaction est ici. Avec les dates, les montants, et les noms des bénéficiaires. Vous avez 24 heures pour me rembourser intégralement, ou je lance une action judiciaire. Un silence glacial tomba sur la pièce. Eliane haussa un sourcil. Tu crois qu'on a ce genre d'argent en réserve? Et puis quoi encore? Tu fais ton petit numéro, c'est ça? Laurent se pencha vers le dossier, feuilletant avec un air moqueur. On n'a pas volé. Tu t'es connecté toi-même sur l'ordi de ta mère. Ton compte était ouvert. C'est de ta faute. C'est ce que tu veux dire au juge? Répondit Mireille froidement. Que c'était une invitation. Lucinda soupira. Pourquoi tu fais tout un plat? Ce n'est pas comme si tu allais en mourir. Tu as toujours eu plus que les autres. Et donc je dois être le distributeur automatique de cette maison? Raoul leva enfin les yeux. Tu vas ruiner la famille pour quelques milliers de reais? Non, dit-elle calmement, vous l'avez déjà fait. Un silence. Eliane lança. Tu veux jouer à ça? Tu penses être intouchable? Et si je te disais que moi aussi, j'ai des choses à raconter sur toi? Fais donc, répondit Mireille en croisant les bras. Mais assure-toi d'avoir des preuves. Parce que moi, j'en ai des dossiers complets. Elle saisit ses papiers et se leva. Vous avez 24 heures. En sortant, elle entendit Laurent souffler à Eliane. Elle bluffe. Elle ne fera rien. Mais il ne savait pas que Mireille ne bluffait plus. Plus jamais. Le surlendemain, Marina lui envoya un message. Tu es assise? J'ai quelque chose à te dire. Elle l'appela immédiatement. La voix de Marina était tendue. Tu te souviens quand Laurent m'avait ajouté sur Insta l'année dernière? Je l'avais bloqué parce que c'était bizarre, non? Oui? Eh bien, j'ai reçu un mail anonyme ce matin. D'une adresse genrejusticemérite@xis.com. Tu veux savoir ce qu'il y avait dedans? Dis-moi vite. Un PDF avec des captures d'écran. Laurent essayait de revendre tes informations bancaires. À quelqu'un. Par email. Il proposait de faciliter des transferts,
Et il disait elle ne vérifie jamais, elle est occupée 24h/24. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Mireille. Tu es sûr que c'était lui? La signature en bas du mail? Laurent Dumont. Noir sur blanc. Mireille raccrocha. Le cœur battant. Le souffle court. Cette fois, il ne s'agissait plus de dettes ou de virements familiaux. C'était un véritable vol organisé. Elle rouvrit le dossier sur son ordinateur. Et, dans un nouveau fichier Word, tapa les mots suivants. Action pénale, escroquerie numérique. Le dossier pesait dans la main de Mireille comme un poids physique, presque brûlant. Elle se tenait devant la porte de la maison familiale, ses talons enfoncés dans le gravier. Chaque pas vers cette porte lui rappelait un souvenir d'enfance, mais aujourd'hui, ces souvenirs avaient un goût amer. Elle avait donné à sa famille 48 heures. Et il n'avait rien fait. Pas un remboursement. Pas une excuse. Rien. Juste le silence. Et un message sec de Laurent, envoyé à minuit la veille. Tu vas regretter d'avoir déclenché ça, Mireille. Tu crois que tu es meilleure que nous. Elle avait à peine dormi depuis. Mais elle était lucide. Plus lucide qu'elle ne l'avait jamais été. Elle frappa 3 coups secs. C'est Lucinda qui ouvrit. Elle portait son éternelle robe de chambre à fleurs, comme si tout cela n'était qu'une mauvaise nuit de sommeil. Tu reviens encore avec tes histoires? Soupira-t-elle. Je viens régler les choses. Définitivement. Elle entra sans demander la permission. Eliane était déjà là, les bras croisés, comme si elle l'attendait. Laurent, lui, semblait moins sûr de lui. Il faisait les 100 pas dans la cuisine, une tasse de café à la main qu'il ne buvait pas. T'as appelé la police? Lança Eliane d'un ton agressif. Pas encore. Mais c'est ma prochaine étape. Mireille posa le dossier sur la table. Un bruit sourd qui fit sursauter tout le monde. Je vous laisse une dernière chance de me dire la vérité. Toute la vérité. Sinon, je poursuis. On t'a déjà dit ce qu'il y avait à dire, grogna Laurent. Vraiment? Et le mail que tu as envoyé en essayant de revendre mes infos bancaires? Demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Laurent blêmit. Quoi? De quoi tu parles? Elle ouvrit le dossier, sortit les copies d'écran. Noir sur blanc. L'adresse. Les échanges. Sa signature. Tu veux que je lise à voix haute? Elle ne vérifie jamais ses comptes. Je peux vous fournir les accès, en partage à 60/40. C'est toi, ça, astérisque. Il tenta un sourire maladroit. C'était une blague. Une provocation. Rien de sérieux. Eliane l'observait maintenant, sidérée. Tu voulais vendre les infos de ma sœur? T'es complètement malade? Oh non, répondit Mireille, glaciale. Tu ne vas pas faire semblant d'être choquée maintenant. Tu étais là, quand il a vidé mon compte. Tu l'as défendu. Tu m'as traité de radine. Lucinda leva enfin la tête. Assez. Vous allez attirer l'attention du voisinage. Mais quelle importance, maman? Tu veux garder ça secret? Tu préfères faire comme si rien ne s'était passé? Tu as toujours été la plus froide, Mireille. Tu crois que parce que tu gagnes bien ta vie, tu peux nous faire la morale? Ce n'est pas une question de morale. C'est une question de limite. Et vous avez tous dépassé les miennes. Eliane prit la parole, d'un ton plus grave. Et si on parlait de ce que toi tu as fait? Hein? Tu penses être blanche comme neige? Tu te souviens de ce prêt que papa t'a fait pour ta première voiture? Tu ne l'as jamais remboursé. Mireille éclata d'un rire sec. Ce fameux prêt? Tu veux dire les $5000 que j'ai rendus en 2 fois, mais que maman a oublié de noter? Et que j'ai même surpayé parce que papa m'a dit de ne pas en parler? Le silence revint. Lucinda détourna les yeux. Laurent regardait ses chaussures. Mireille respira profondément. Je ne suis pas ici pour vous humilier. Je veux simplement vous faire comprendre que ça suffit. Que je ne suis plus celle qui dit toujours oui. Celle qui paie. Celle qui se tait. Eliane s'effondra sur la chaise, les mains tremblantes. Tu crois que c'est facile, Mireille?
T'as pas de gosse, t'as pas un mari qui dépense sans compter, t'as pas une mère qui te fait sentir comme une ratée à chaque déjeuner. Tu m'as toujours fait payer pour tes choix, Eliane. T'as décidé d'avoir une vie que tu ne pouvais pas assumer, et tu m'as prise pour une assurance. Mais ce n'est pas mon rôle. Ce ne l'a jamais été. Lucinda se leva, plus droite que jamais. Tu crois que tu es forte, mais tu es seule, Mireille. Et tu le seras toujours. Parce que personne n'aime les gens qui mettent des murs autour d'eux. Non, maman, répondit-elle doucement. Je mets des frontières. Et ceux qui m'aiment vraiment sauront les respecter. En sortant de la maison, Mireille reçut un message. C'était de Marina. Je suis devant chez toi. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Maintenant. Curieuse, elle se dépêcha de rentrer. En arrivant à son immeuble, Marina l'attendait, le visage sombre. J'ai appelé une connaissance au nom de Laurent. Il n'a pas qu'un seul compte. Il en a plusieurs. À son nom, au nom d'un cousin. Et un au nom de Fabienne Marshall. C'est qui, ça? Marina la regarda droit dans les yeux. C'est la cousine d'Eliane. Celle qui disait être en Thaïlande depuis 1 an. En fait, elle habite à Campina. Et elle reçoit des virements réguliers. En liquide. Depuis 8 mois. Tu penses que... Je suis presque sûre que Laurent la voit en secret. Et qu'il lui donne ton argent. Mireille se laissa tomber sur un banc. Les mains dans les cheveux. Fait un cauchemar. Non, dit Marina doucement. C'est une libération. Parce que maintenant, tu as tout pour les faire tomber. Et pour t'en libérer une bonne fois pour toutes. Dans la nuit, Mireille envoya un mail à l'avocate Laetitia. J'ai décidé. Nous lançons la procédure. Sans attendre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans rêver de dette, de jugement ou de trahison. Et si, les tensions atteignent leur point de rupture, et Mireille fait le choix que tout le monde pensait impensable, elle coupe les ponts. Définitivement. Mais comme toute bonne telenovela, cette partie apporte un retournement de situation qui va bouleverser toutes les dynamiques familiales. Prépare-toi, cette fois, la guerre froide devient déclaration officielle. Le vent soufflait fort sur Sao Paulo ce matin-là, mais Mireille, elle, était d'un calme glacial. Elle se tenait droite dans l'ascenseur de son immeuble, un classeur sous le bras, maquillage impeccable, regard fixe. Dans son téléphone, un simple message restait affiché à l'écran. Je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est encore réparable. Eliane. Mais elle n'avait même pas daigné répondre. Aujourd'hui, elle allait chez l'avocate pour signer le dépôt officiel de plainte. Tout était prêt. Preuves bancaires, capture d'écran, enregistrements audio, échange de messages, témoignages. Il ne manquait que sa signature. Dans le bureau, Laetitia l'accueillit avec un sourire professionnel, mais sincère. Je vois que vous êtes décidé. Plus que jamais. Très bien. Je vous explique les étapes. Dès que la plainte est déposée, la justice entame une enquête préliminaire. Vos proches seront convoqués, et l'affaire peut aller au civil comme au pénal. Vous êtes consciente que cela va briser certains liens, définitivement? Mireille inspira profondément. Ils les ont brisés eux-mêmes. Je ne fais que ramasser les morceaux. Elle signa. Le soir même, elle posta un texte sur son blog personnel, discret, privé, suivi seulement par quelques amis et collègues. Quand ta famille t'utilise comme un distributeur automatique, mais te renie dès que tu oses leur demander des comptes, ce n'est plus une famille. C'est un système de dépendance émotionnelle. Et aujourd'hui, j'ai appuyé sur le bouton « Fin de service ». Elle reçut des dizaines de messages privés. Des gens qu'elle ne connaissait même pas bien. Des collègues, des connaissances d'école, des voisines. Tous racontaient des histoires similaires. Moi aussi j'ai été celle sur qui tout le monde comptait. Ils m'ont fait sentir que dire non, c'était trahir. Merci de m'avoir fait sentir que je ne suis pas la seule. 2 jours plus tard, le téléphone de Mireille sonna.
Elle reconnut tout de suite le numéro de sa mère. Elle hésita, et décrocha. Allô? Le ton de Lucinda était bas, presque suppliant. Ma fille, on peut parler? Je t'écoute. Je ne sais pas ce qu'Eliane t'a raconté, ce que Laurent t'a fait, mais est-ce qu'on doit vraiment aller si loin? C'est ta famille. Non, maman. C'était ma famille. Maintenant ce sont juste des gens qui ont vidé mon compte sans un mot de remords. Lucinda soupira longuement. Tu crois que c'est facile d'être mère? De voir ses enfants se battre? Tu ne les as pas vus se battre, tu les as regardés me voler. Un silence s'installa. Tu vas le regretter, Mireille, dit Lucinda d'un ton glacial. La famille, on n'en a qu'une. Et moi, je n'en ai jamais eu. Et elle raccrocha. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait un café dans un bistrot du centre, Marina fit irruption, essoufflée. Tu ne vas pas y croire. Encore un truc louche? Sourit Mireille, mi-exaspérée, mi-amusée. Pire. J'ai contacté un ancien collègue de Laurent. Figure-toi qu'il est en arrêt depuis 3 mois. Officiellement pour burn-out. Et officieusement? Il a été suspendu en interne pour soupçon de fraude. Ils ont lancé un audit discret et, surprise, des virements réguliers vers un compte au nom de Fabienne Marchal. Encore elle. Mireille se figea. Tu crois que ma famille est au cœur d'un réseau de fraude plus large? Je crois qu'ils sont bien plus habitués à trafiquer que tu ne le pensais. Et que tu n'as vu que la surface de l'iceberg. Le soir même, alors qu'elle s'apprêtait à dîner, Mireille reçut un appel de l'avocate Laetitia. Nous avons une information importante. Une partie de l'argent volé a été utilisée pour régler une mensualité hypothécaire, au nom de vos parents. Une hypothèque? Oui. Et c'est là que ça devient étrange. Le bien concerné n'est pas la maison de Sorocaba. C'est un appartement dans le centre de Sao Paulo. Discrètement acheté et inscrit au nom de Eliane. Mireille sentit sa mâchoire se serrer. Donc ils ont utilisé mon argent pour acheter un bien et le cacher à mon nom? Pas à votre nom. Au vôtre, ils ont laissé les dettes. Le confort, c'est pour eux. 3 jours plus tard, l'huissier déposa une convocation officielle à la maison familiale. Laurent, Eliane, Lucinda et même Raoul furent cités à comparaître dans le cadre de l'enquête. Cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Et surtout, plus de faux-semblants. Mais alors que Mireille pensait avoir tout découvert, un dernier rebondissement arriva. Elle reçut une enveloppe simple, sans expéditeur, glissée sous sa porte. À l'intérieur, une lettre manuscrite, en vieille écriture tremblante. Ma chérie, tu ne me verras peut-être plus jamais de la même façon après avoir lu ça. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. Je savais depuis le début qu'Eliane et Laurent utilisaient ton compte. Que ta mère fermait les yeux. J'ai tenté de parler, plusieurs fois. On m'a réduit au silence. On m'a dit que je ne comprenais rien, que j'allais te faire du mal. Mais je n'étais pas courageux. Je n'ai pas su te protéger. Pardonne-moi. Papa. Mireille relut la lettre 10 fois. Les larmes coulaient sans qu'elle ne s'en rende compte. Raoul. L'homme silencieux. Effacé. Toujours en arrière-plan. Il savait. Il avait laissé faire. Par lâcheté. Ou par peur. C'était la dernière goutte. Mais aussi, quelque part, le début d'une guérison. Le silence a une texture étrange. Parfois, il est doux, comme un dimanche matin tranquille. Mais parfois, il est épais, oppressant, couvert de secrets non dits, de regards fuyants, de douleurs étouffées. C'est ce genre de silence que Mireille avait respiré toute sa vie. Et aujourd'hui, elle décidait de le briser à jamais. La lettre de son père n'avait cessé de tournoyer dans son esprit. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était même pas un vrai aveu. C'était un murmure de lâcheté, trop tardif, trop fragile. Mais c'était aussi un déclencheur. Mireille alluma son ordinateur. Elle se connecta à son blog. Et elle écrivit un texte différent cette fois. Pas froid. Pas distant. Mais cru.
Authentique. J'ai été la fille gentille. L'enfant qui ne fait pas de vagues. La sœur qui dit toujours oui. J'ai payé les factures. J'ai couvert les dettes. J'ai étouffé mes colères. Et aujourd'hui, cette gentille fille dit, stop. Ma famille m'a volé. Et a appelé ça de l'amour. Alors je vous demande, combien de fois avez-vous été utilisé .e.s sous prétexte que c'est pour la famille? Racontez-moi, astérisque. Elle appuya sur publier. Et alla se coucher, le cœur battant. Le lendemain matin, elle se réveilla avec plus de 200 notifications. Des commentaires. Des messages privés. Des partages. Mon frère m'a fait la même chose. Je pensais être folle. Merci de le dire. Ton courage m'inspire. J'ai pleuré en lisant. On ne parle jamais de ce type de violence, parce qu'elle ne laisse pas de bleu visible. Mais elle détruit. Parmi tous ces messages, un attira son attention. Il venait de Camille, une cousine éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis presque 10 ans. Mireille. Je suis tombée sur ton post par hasard. Tu n'as aucune idée de combien ça me touche. Moi aussi j'ai prêté de l'argent à Eliane. Plusieurs fois. Et elle ne m'a jamais rien rendu. Elle m'a même fait culpabiliser. J'ai honte de ne jamais avoir osé en parler. Tu n'es pas seule. Mireille sentit son cœur se serrer. Pas de tristesse cette fois. Mais d'un sentiment nouveau. La force de ne plus être seule. Elle contacta Camille. Elles parlèrent pendant des heures au téléphone. Rire nerveux, larmes contenues, souvenirs partagés. Camille lui avoua qu'elle aussi avait été isolée de la famille après avoir refusé une aide financière. Ils m'ont traité d'égoïste, de traîtresse. Ils ont dit que j'étais jalouse de la réussite d'Eliane, alors que c'était moi qui l'aidais à garder la tête hors de l'eau. Mireille était sidérée. On était plusieurs à être la carte bancaire familiale. Et aucune de nous n'osait en parler. Exactement. C'est à ce moment-là qu'une idée naquit. Pas un plan de vengeance. Mais un plan de vérité. Créer un espace où d'autres pourraient raconter. Sans peur. Sans honte. Mireille ouvrit une nouvelle section sur son blog, Paroles libérées. Elle invita celles et ceux qui avaient vécu des abus émotionnels et financiers dans le cadre familial à témoigner anonymement. En 48 heures, elle reçut plus de 50 histoires. Une femme avait dû hypothéquer sa maison pour aider un frère dépendant. Une autre avait vidé son épargne pour financer le mariage de sa sœur, qui avait disparu ensuite sans un mot. Le phénomène prenait de l'ampleur. Mais la réaction ne tarda pas non plus, du côté des coupables. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un cours de yoga, Mireille trouva une enveloppe collée à sa porte. Pas de timbre. Pas de nom. À l'intérieur, un seul mot, en lettres capitales, imprimé. Tu ne nous détruiras pas. Elle sentit une vague d'adrénaline la traverser. Mais elle ne trembla pas. Elle prit une photo. Envoya le tout à Laetitia, son avocate. On monte d'un cran. Laetitia répondit en quelques minutes. Ce genre d'intimidation peut être utilisé dans votre dossier. On va tout compiler. Mais surtout, restez calme. Vous êtes en train de gagner. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. La chaîne régionale TV Sorocaba contacta Mireille. Une journaliste, ayant lu son blog, voulait l'interviewer pour une émission spéciale sur les abus familiaux silencieux. Vous avez mis des mots sur quelque chose de tabou, lui dit-elle. On veut que vous partagiez votre histoire. Anonymement si vous préférez. Mireille hésita. Mais elle se souvint du message de Camille. Des témoignages. De toutes ces femmes, et quelques hommes, qui n'avaient jamais osé parler. Elle accepta. L'émission fut diffusée un jeudi soir. Le visage de Mireille était flouté. Sa voix légèrement modifiée. Mais son message était clair, poignant, implacable. On m'a appris que dire non à sa famille, c'était mal. Mais aujourd'hui, je sais que dire oui en s'effaçant, c'est se trahir soi-même. Le lendemain, l'impact fut immédiat. Des voisins reconnurent l'histoire.
Des collègues lui envoyèrent des messages de soutien. Même des inconnus la remercièrent dans la rue. Mais le plus choquant arriva à 18h47. Une notification. Message inconnu. Mireille, c'est Fabienne. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Ce que tu fais est courageux. J'ai été manipulée aussi. Je pensais que Laurent était célibataire. Il m'a menti pendant des mois. Quand j'ai découvert qu'il volait cet argent, j'ai tout coupé. Si tu veux que je témoigne, je le ferai. Mireille lâcha son téléphone. Elle avait gagné une alliée inattendue. Et un témoin clé. Mais alors que le monde semblait se rallier à elle, une autre lettre arriva. Cette fois, par voie officielle. Un notaire. Elle l'ouvrit fébrilement. Objet, volonté testamentaire anticipée, Raoul Moreira. Elle s'assit. Le souffle court. Astérisque Mireille. J'ai demandé au notaire de t'envoyer ce document aujourd'hui. Il est probable que tu sois déjà loin de cette famille au moment où tu le liras. J'ai transféré la part de ma pension réservée à Eliane sur un compte sécurisé, à ton nom. Ce n'est pas une réparation. Rien ne pourra réparer ce que tu as subi. Mais c'est une façon de dire, tu n'as jamais été folle. Tu avais raison. Papa astérisque. Elle posa la lettre sur la table, les larmes aux yeux. Pas de tristesse, mais de libération. La révolte du silence avait commencé par un mot. Un simple nom. Elle était maintenant devenue une voix pour des centaines. Et Mireille, autrefois la discrète, la sage, devenait l'héroïne de sa propre histoire. Le palais de justice de Sorocaba n'avait rien d'impressionnant. Un bâtiment beige, un peu vieillot, avec des bancs en bois et des ventilateurs au plafond. Mais pour Mireille, ce lieu représentait la scène finale d'un chapitre trop long. Et peut-être, le début d'un autre. Elle était arrivée tôt. Marina l'accompagnait, un dossier à la main, l'air aussi déterminé que nerveux. « Tu es sûre de vouloir être là en personne ?» demanda-t-elle. « Je ne peux pas faire tout ce chemin et me cacher au moment le plus important. Je veux les regarder dans les yeux. » Tous. À 9h17 précise, les portes s'ouvrirent. Eliane entra la première, le regard fuyant. Laurent, derrière elle, était méconnaissable. Amaigri, pâle, vêtu d'un costume trop grand. Lucinda, quant à elle, avançait lentement, appuyée sur une canne qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Raoul ne les accompagna pas. Il était malade, selon un mot transmis au greffier. Mireille, elle, restait droite. Digne. Silencieuse. Le juge entra. Un homme calme, méthodique, avec une voix douce mais ferme. Affaire numéro 14. Plainte pour détournement de fonds personnels, accès non autorisé à des données bancaires, et préjudice moral. La séance commença. Laetitia exposa les faits avec précision. Date. Transaction. Témoignage. Les preuves étaient accablantes. Puis elle appela les témoins. Et ce fut là que tout changea. Camille, d'abord. Calme, mais ferme. Elle parla des emprunts jamais remboursés. Des pressions morales. De la manipulation déguisée en tendresse familiale. Puis, Fabienne Marchal entra. Les regards dans la salle changèrent. Laurent la fixa, incrédule. Tu n'as pas le droit d'être là. J'ai le droit d'exister, Laurent. Et de dire la vérité. Fabienne raconta tout. Leur relation. Les virements. Les promesses. La trahison. Il m'a dit qu'il était célibataire. Qu'il n'avait personne. Qu'il travaillait dans l'import-export. Et quand j'ai découvert que l'argent venait de la sœur de sa femme, j'ai tout quitté. Mais j'ai gardé les preuves. Elle tendit au juge un dossier épais. Des captures d'écran. Des enregistrements. Des relevés. Silence dans la salle. Le juge prit une longue inspiration. « Madame Eliane, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Elle se leva. Elle tremblait. « Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je voulais juste de l'aide. J'ai toujours été celle qu'on oubliait. Et Mireille, elle réussissait, elle brillait.
C'était facile de lui demander. Et puis, elle disait toujours oui. Et quand elle a dit non, elle baissa la tête. Alors j'ai pris. Parce que je croyais qu'elle finirait par pardonner. Comme toujours. Le juge s'adressa à Lucinda. Madame, vous avez autorisé l'accès à votre ordinateur personnel. Avez-vous été complice? Elle redressa le menton. Je suis leur mère. Mon rôle, c'est de protéger mes enfants. Et parfois, une mère fait ce qu'il faut. Même si c'est mal compris. Même si cela implique de trahir l'autre enfant? Lucinda ne répondit pas. Puis vint le moment que Mireille redoutait. Le témoignage personnel. Elle se leva. Chaque pas jusqu'à la barre résonnait dans la salle. Elle inspira profondément. Je suis venue ici sans peine. Pas pour me venger. Mais parce que trop longtemps, j'ai cru que c'était moi, le problème. Trop gentille. Trop silencieuse. Trop naïve. J'ai payé leurs factures, leurs dettes, leurs caprices. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est du mépris. Pas un merci. Pas une reconnaissance. Et quand j'ai dit stop, j'ai été menacée. Humiliée. C'est fini. Je ne suis pas une banque. Je suis une personne. Et je mérite mieux. Un murmure parcourut la salle. Même le juge parut ému. Merci, madame. Votre courage est admirable. À la fin de l'audience, le verdict tomba. Laurent, condamné à 6 mois de prison avec sursis plus remboursement intégral des sommes plus interdiction d'approcher Mireille. Eliane, condamné à des travaux d'intérêt général plus obligation de rembourser partiellement les dettes. Lucinda, avertissement officiel et restriction d'accès aux comptes de tout membre de la famille. Mireille sortit du tribunal légère. Ce n'était pas une victoire dans le sens traditionnel du terme. Mais c'était la vérité reconnue publiquement. Et c'était tout ce qu'elle avait jamais voulu. Quelques jours plus tard, elle reçut un colis sans nom. À l'intérieur, un album photo. Des images de son enfance. Des sourires vrais. Des moments oubliés. Et un mot. Je ne suis pas bon avec les mots. Mais je t'ai toujours admiré. Pardon d'avoir été lâche. Papa. Ce soir-là, Mireille s'installa sur le balcon de son nouvel appartement. Une brise douce caressait son visage. Le monde semblait, enfin à sa juste place. Elle leva son verre, seule, mais sereine. À la vérité. Même quand elle fait mal. Le matin était clair et frais. Un de ces jours où le ciel semble lavé de tout. Mireille arrosait ses plantes sur le balcon de son nouvel appartement, au bord de l'océan. Elle vivait maintenant à Ubatuba, dans un petit coin tranquille où les vagues étaient les seules à frapper sans faire mal. Son téléphone ne sonnait plus. Pas de message de détresse. Pas de Mireille, tu peux me transférer un petit quelque chose. Juste des notifications de gens qui voulaient savoir comment elle allait. Et ça changeait tout. Elle avait pris un congé prolongé de son travail à Sao Paulo. Son entreprise, après avoir suivi toute l'affaire avec discrétion et respect, lui avait proposé de travailler à distance, en tant que coordinatrice régionale pour la zone sud-est. Tu n'as jamais rien lâché, Mireille, lui avait dit son patron. C'est toi qu'on veut pour cette nouvelle phase. Elle avait accepté. Mais à ses conditions, horaires flexibles, aucun déplacement forcé, liberté totale de gestion. Pour la première fois, elle travaillait sans pression. Ses journées étaient simples. Matins ensoleillés, déjeuner en terrasse, après-midi de lecture. Et parfois, des mots. Car elle écrivait. Oui. Le blog avait pris une autre tournure. Il était devenu un espace de sororité, de partage, de vérité. Et sans le vouloir, Mireille était devenue une voix. Pas une influenceuse. Mais une référence. Des associations féminines l'avaient contactée. Des écoles. Des centres sociaux. On l'invitait à parler. À raconter. À inspirer. Et elle disait oui. Pas parce qu'elle devait. Mais parce qu'elle en avait envie. Un après-midi, alors qu'elle sirotait un maté glacé en lisant sur la plage, une voix l'interpella. « Excusez-moi, c'est bien vous qui tenez le blog Parole libérée ?» Elle leva les yeux.
Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux bruns, lunettes de soleil sur la tête. Un sourire doux. Un regard respectueux. Je m'appelle Hugo. Je travaille dans l'éducation sociale à Paraty. Votre blog a changé la vie d'une de mes élèves. Elle m'a parlé de vous. J'ai reconnu votre photo sur le site. J'espère ne pas être trop intrusif. Mireille sourit. Pas du tout. Asseyez-vous. Ils parlèrent pendant 1 heure. Puis 2. Puis, sans trop s'en rendre compte, ils commencèrent à se revoir. Rien de précipité. Rien de romanesque. Juste 2 adultes fatigués des faux-semblants, qui savouraient chaque conversation honnête comme un trésor. Quelques mois plus tard, lors d'une balade en forêt, Hugo lui posa une question. « Tu regrettes tout ce qui s'est passé avec ta famille ?» Mireille s'arrêta. Écouta le vent dans les arbres. « Non. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour me choisir. Mais maintenant, je me suis retrouvée. Et ça n'a pas de prix. » À la fin de cette année-là, Mireille reçut une lettre. Cette fois, pas de menace, pas de plainte. Juste un papier simple, écrit à la main. De Clara, la fille d'Eliane. Sa nièce. Astérisque Tati Mireille. Maman dit encore que tu nous as abandonnés. Mais moi je sais que tu es partie pour te protéger. Je ne comprends pas tout. Mais j'ai lu ton blog. Et j'espère que quand je serai grande, je serai comme toi, astérisque. Mireille fondit en larmes. Pas de douleur. Pas de colère. Mais de gratitude. Parce que, parfois, on ne sauve pas ceux qui nous ont blessés. Mais on montre le chemin à ceux qui viennent après. Le dernier jour de l'année, elle ouvrit son journal intime. Celui qu'elle n'avait plus peur de remplir. Et elle écrivit. J'ai passé la première moitié de ma vie à être utile. Maintenant, je vais passer la seconde à être vivante. Je ne suis plus la sœur, la fille, la carte bleue, le plan B. Je suis Mireille. Et pour la première fois, ce nom me suffit. Dans un petit café de Paraty, 1 an plus tard, Mireille animait un atelier. Dire non sans se sentir coupable, apprendre à exister en paix. La salle était pleine. Des femmes de tous âges. Certaines pleuraient. D'autres prenaient des notes. Et au fond, Hugo la regardait, les yeux pleins de lumière. Elle n'avait pas reconstruit sa famille. Elle en avait créé une nouvelle. Faite de respect, de choix, de rire sincère. Et surtout, d'amour non conditionnel. Quand on regarde en arrière et que l'on pense à tout ce que Mireille a traversé, il est presque impossible de ne pas ressentir un tourbillon d'émotions. Une femme qui a tout donné, tout sacrifié, tout encaissé, pour une famille qui a su profiter de son silence comme d'une faiblesse. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que le silence d'une personne forte n'est pas une soumission. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est souvent une grâce accordée à ceux qui ne la méritent même plus. Et cette grâce a une limite. Mireille, pendant des années, a dit oui à tout. Oui à sa sœur, qui se servait d'elle comme d'un distributeur automatique émotionnel. Oui à sa mère, qui cachait la manipulation derrière des sourires doucereux. Oui à son beau-frère, qui n'a jamais eu la décence de reconnaître le mal qu'il faisait. Mais le jour où elle a dit non, ce non a libéré bien plus qu'elle-même. Il a brisé des chaînes invisibles, il a éclairé d'autres femmes, d'autres hommes, qui vivaient dans la même prison silencieuse. Et toi qui lis ou écoutes cette histoire aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais dans Mireille. Peut-être que toi aussi, tu es celui ou celle qui donne toujours, qui s'efface pour maintenir une paix fragile, qui sacrifie ses rêves, sa santé mentale, son bonheur, pour des gens qui ne disent même pas merci. Mais regarde ce que Mireille a fait. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas humilié. Elle n'a pas cherché la vengeance. Elle a simplement tracé une ligne. Elle a dit « assez ». Et ce mot, si court, a changé toute sa vie. Ce n'est pas un mot de colère. C'est un mot de renaissance. C'est le premier mot d'une phrase nouvelle, « Je me choisis ». Cette histoire n'est pas juste celle d'une famille en conflit. C'est une histoire de reconstruction. De dignité. D'identité retrouvée. Parce que quand on arrête de se définir à travers les besoins des autres, on commence à exister pour de vrai. Ce que Mireille a fait, ce n'est pas tourner le dos à sa famille. C'est tourner le dos à l'exploitation. À la culpabilité. À la manipulation déguisée en amour. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. À toi qui es là jusqu'à la fin de cette aventure, qu'est-ce que cette histoire a réveillé en toi? Tu peux partager dans les commentaires.
Tu peux simplement écrire « Je me choisis » si c'est la première fois que tu l'affirmes. Ou peut-être que tu veux raconter ce que toi aussi tu as vécu. Ce canal est un espace de parole, de vérité, de guérison. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas égoïste parce que tu dis non. Tu es en train de te libérer. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner au canal, et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Ici, on raconte des vérités avec le cœur, sans filtre, sans masque. Et chaque histoire qu'on partage peut aider quelqu'un à ouvrir les yeux, à retrouver sa voix, à dire ça suffit. Mais au-delà de la morale humaine de cette histoire, j'aimerais t'amener un peu plus loin. Car s'il y a bien une leçon universelle qui traverse tous les drames, toutes les douleurs, c'est celle de l'amour. Pas l'amour qui prend. Pas l'amour qui contrôle. Pas celui qui exige et ne donne rien en retour. Mais l'amour véritable. Celui qui ne trahit pas. Qui ne manipule pas. Qui n'exploite pas ta bonté, mais qui te couvre de grâce même quand tu n'as rien à offrir. Cet amour-là, aucun être humain ne pourra te le donner de manière parfaite. Mais il existe. Et il vient de Dieu. Oui, je parle de l'amour de Dieu, révélé dans les Écritures, dans un verset que tu as peut-être déjà entendu, mais que je voudrais aujourd'hui que tu ressentes profondément, jusque dans ton cœur. Ce verset se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, c'est plus qu'une jolie phrase religieuse. C'est la déclaration d'amour la plus forte, la plus sincère, la plus bouleversante que tu entendras dans ta vie. Imagine. Le Dieu qui a tout créé, qui voit tout, qui connaît chaque pensée de ton cœur, t'aime. Il ne t'aime pas seulement quand tu es parfait, quand tu es fort, quand tu fais tout bien. Non. Il t'aime même dans ta douleur. Dans tes erreurs. Dans tes moments de doute. Dans tes silences. Dans tes colères. Dans tes chutes. Et cet amour n'est pas une émotion. C'est un choix. C'est un don. Dieu a vu que l'humanité était brisée, pleine d'injustice, de péché, de trahison, comme celle que Mireille a vécue. Et au lieu de tourner le dos, il a envoyé Jésus, son propre Fils, pour que toi, aujourd'hui, tu aies la possibilité d'une vie nouvelle. Tu n'as peut-être jamais entendu cela de cette manière. Tu crois peut-être que Dieu est loin, que tu n'es pas digne, que tu n'as pas assez de foi. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu t'attend. Et tout ce qu'il demande, c'est que tu ouvres ton cœur. Que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est le seul qui ait vécu une vie sans péché. Le seul qui soit mort à ta place, pour payer le prix de toutes tes fautes. Le seul qui soit ressuscité, pour te montrer que la mort n'est pas la fin, que le désespoir n'a pas le dernier mot. En lui, tu peux trouver la paix que ni l'argent, ni la famille, ni même les plus beaux discours de ce monde ne pourront jamais t'offrir. Tu peux avoir tout ce que le monde promet, carrière, reconnaissance, confort et te sentir vide. Mais un seul regard vers Jésus, une seule décision de le recevoir dans ton cœur, peut remplir ce vide pour toujours. Alors je t'invite, maintenant, là où tu es, à faire une prière sincère. Pas une formule magique. Juste quelques mots qui viennent de ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai essayé de faire ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu es vivant. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, et guide-moi chaque jour. Je veux marcher avec toi. Merci de m'avoir aimé le premier. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le ciel entier se réjouit en ce moment même. Oui, parce qu'une âme qui revient à Dieu, c'est une victoire éternelle. Et tu n'es plus seul. Tu fais maintenant partie de la plus belle des familles, celle des enfants de Dieu. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on t'accompagne, si tu veux simplement parler ou poser des questions, écris dans les commentaires ou contacte-nous. On est là. Vraiment là. Parce que plus que des vues, plus que des likes, ce qui compte ici, c'est ton cœur. Ton chemin. Ton salut. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir laissé cette parole entrer en toi. Et si tu penses que cela peut toucher quelqu'un que tu connais, partage cette vidéo. Tu peux changer une vie sans même le savoir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ce canal. Active la cloche. Car ici, chaque histoire est une lumière. Chaque témoignage est une semence d'espoir. Et qui sait? Peut-être que la prochaine histoire, ce sera la tienne. Que Dieu te bénisse puissamment. Et n'oublie jamais, tu es aimé, tu es précieux,
Tu es libre. À très bientôt.